Salut les rêveurs et les rêveuses! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma conférence sur le thème rêve et travail. Quelques mots pour me présenter. Je suis Marianne Schertenleib, anciennement professeure d'allemand en classe préparatoire et désormais onirologue, donc analyste de rêve. Et je partage ma passion pour les rêves au travers de conférences, mais aussi au travers de séances individuelles de déchiffrage d'un rêve et d'ateliers en binôme. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc au rapport entre les rêves et le travail. On va voir tout d'abord que les rêves peuvent nous coacher dans notre vie professionnelle. On verra ensuite que quand on rêve du travail, ça ne veut pas toujours parler du travail en fait. Le rêve peut se servir de ces images pour nous parler d'autre chose. Et enfin, je vous transmettrai une technique qui permet d'interpréter en fait tous les symboles des rêves, mais en particulier pour aujourd'hui les métiers. Alors, les rêves, ils nous coachent, donc ils sont attentifs à notre bien-être, ils sont attentifs à notre santé aussi, et ce sont les premiers à remarquer quand parfois on travaille trop, qu'on en fait trop, et que le burn-out nous guette. Donc dans ce cas-là, ils vont nous dire ralentis. Alors le rêve qui suit, c'est le rêve d'un rêveur d'une soixantaine d'années qui est conducteur de car. Et au moment du rêve, eh bien, il revient d'une mission de plusieurs jours qu'il a trouvée assez fatigante parce que les routes étaient très sinueuses. Et donc il rêve. Je conduis un car. Je descends une route en lacet avec des virages en épingle. À cause de la force centrifuge, je racle la carrosserie du car contre les murets extérieurs dans les virages. Alors c'est en quelque sorte un cauchemar de conducteur de car, parce que bien évidemment, on n'est pas censé abîmer son car en mission. Et alors, il y a une question qu'on peut se poser ici qui est très utile en interprétation des rêves, qui est qu'est-ce qui cloche dans ce rêve? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est contraire au bon sens? Donc, je pose cette question-là au rêveur et il me dit, en fait, si je racle la carrosserie du car contre les murets, ça veut dire que je roule trop vite. Et donc, je lui demande ce que le rêve l'invite à faire. Et le rêve l'invite donc à ralentir. Et en fait, bien évidemment, dans la réalité, il ne roule pas trop vite quand il conduit les cars. Mais là, c'est à prendre au sens global. Dans sa vie, en ce moment, il est invité à ralentir. Peut-être à faire des missions plus courtes, peut-être à espacer davantage les missions. En tous les cas, voilà, le rêve lui dit ralentis. Alors après, on est libre d'écouter ou non le message. Moi, dans mon cas, je l'ai souvent pas écouté. Alors d'autres fois, eh bien le rêve sent que dans notre vie professionnelle, peut-être qu'on est en train de s'engager sur une voie qui n'est pas bonne ou qu'on envisage de faire quelque chose qui n'est pas conseillé. Et quand c'est comme ça, eh bien ils tirent la sonnette d'alarme et ils disent non, c'est pas par là. Alors un exemple, c'est l'un de mes propres rêves. Quand j'étais professeur d'allemand, il y a eu une époque où je voulais œuvrer pour que l'outrage à professeur soit plus sévèrement puni. Et à ce moment-là, j'envisageais d'écrire une pétition, de la faire signer par mes collègues, d'écrire à ma hiérarchie. Enfin, j'envisageais tout un tas de mesures. Et je rêve. Je suis en voiture. Je roule sur la neige, mais les freins marchent mal. Je n'arrive pas à m'arrêter. J'essaye de me garer, mais je glisse et j'ai un accrochage avec la voiture de devant. Pour finir, je sors de la voiture et je la pousse à pied. Alors là, c'est un rêve qui montre ma conduite, en quelque sorte, donc mon comportement, et qui me montre que quelque part, eh bien, je n'arrive pas à m'arrêter. Donc, je me laisse emporter. Je glisse, c'est-à-dire qu'il y a un dérapage au niveau de ma conduite et je risque l'accrochage. Et quand on dit au sens figuré qu'on a eu un accrochage avec quelqu'un, eh bien, c'est qu'on s'est disputé avec cette personne. Et si je mets tout ça en rapport avec le contexte du rêve, eh bien, ça me fait penser justement à tous ces projets que j'ai, cette pétition. euh, voilà, le rêve me dit, bah tu vois, tu as du mal à t'arrêter, ça pourrait bien déraper et tu risques l'accrochage. Alors j'ai juste, alors j'ai tenu compte du rêve, mais à moitié. Ça, je suis très très forte pour faire ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, le rêve me conseille juste de ralentir. Voilà. Donc j'ai un petit peu ralenti,
Mais en fait, je pense que le rêve me disait juste, ben, arrête, en fait, c'est pas la bonne piste, ça ne mènera à rien. Mais j'ai poursuivi et j'ai eu un accrochage avec un collègue qui a répondu à mon mail par un mail collectif et c'était assez humiliant. Et donc, je me suis dit a posteriori que, en fait, si j'avais vraiment tenu compte du rêve et que j'avais pas été têtue, ça m'aurait évité cette situation un peu désagréable. Voilà. Alors, la boîte à idées. Eh bien, les rêves peuvent nous apporter de l'inspiration. Alors, les personnes dont c'est le métier d'être créatif et créative, eh bien, elles savent cela et elles s'inspirent parfois de leurs rêves pour des chansons, pour des compositions, pour des tableaux, des histoires, voilà. Ou alors pour des recherches scientifiques aussi. Il y a des scientifiques qui trouvent la réponse à leurs problèmes en rêve. Euh, mais à mon humble niveau, comme professeur d'allemand, eh bien, j'ai aussi été aidée dans mon travail par des bonnes idées qui venaient de mes rêves. Et notamment la suivante, alors que je préparais la rentrée et donc que j'étais en plein dans la conception de mes cours d'allemand de l'année, eh bien j'ai fait le rêve suivant. Dans mon rêve, je me disais, cette année, je mettrai 4 documents par chapitre. Et j'étais terriblement sûre de moi en affirmant ça. Et au réveil, bah, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, ok, si tu le dis, on va essayer, hein. Cette année, on mettra que 4 documents par chapitre. Avant, j'en mettais entre 7 et 10. Donc c'était vraiment un allègement. Et ça a donné des chapitres beaucoup plus courts. Et finalement, les étudiantes se sont beaucoup moins lassées. Ils étaient contents de changer plus rapidement, de passer d'un thème à l'autre. Donc c'était un très bon conseil de mes rêves que j'ai renouvelé les années suivantes. Il se peut parfois que dans notre vie professionnelle, on ait fait le tour d'une institution ou d'une entreprise, le tour d'un poste en particulier, parfois même le tour d'un métier, et que bien dans notre chemin de vie, il soit désormais temps de passer à autre chose et de partir. Et les rêves sont là pour nous dire quand c'est le moment. Parfois, l'envie est là depuis longtemps, mais en fait, c'était pas encore le bon moment. Et quand c'est le signal du départ, eh bien, les rêves le sentent et ils le disent. Alors, c'était mon cas en novembre 2021. J'étais donc professeure d'allemand toujours et je bloquais. Je bloquais pour corriger les copies, j'y arrivais plus. Euh, J'étais assez déçue parce que ça voulait dire que l'équilibre que je croyais avoir trouvé entre professeur d'allemand à temps partiel à 60% et onirologue à côté, eh bien, cet équilibre ne tiendrait pas sur la durée, que j'étais plus en mesure de rester prof d'allemand. Alors, à cette période-là, j'ai donc eu le rêve suivant. Je suis dans un grand bâtiment, je fais partie d'une équipe. On organise une simulation comme un immense jeu de rôle. Le jeu de rôle sert à aider les élèves à apprendre l'allemand. C'est pour eux qu'on l'organise. Cela devrait les motiver davantage. Alors là, la situation du rêve, elle n'est pas très éloignée finalement de mon métier dans la vraie vie. Le grand bâtiment, il peut faire penser à l'éducation nationale ou au lycée dans lequel je travaillais. L'équipe dont je fais partie, eh bien, on parle d'équipe pédagogique à l'éducation nationale. Ce sont tous les professeurs d'une classe. Alors, pourquoi cette histoire de simulation et de jeu de rôle pour aider les élèves à apprendre l'allemand? Eh bien, ça fait référence au fait que j'ai vraiment l'impression désormais de jouer un rôle dans mon métier parce que je n'ai plus du tout la motivation d'enseigner l'allemand, mais je feins cette motivation, je la simule pour essayer d'entraîner les élèves à ma suite. Parce que si je montre mon désintérêt, ben, comment vais-je réussir à intéresser les élèves? Donc, je joue un rôle en tant que prof d'allemand, je joue la prof d'allemand enthousiaste et au fond, ça ne me plaît plus. Donc voilà, cette histoire de jeu de rôle, elle fait référence à comment je me sens quand j'exerce mon métier. Et donc la suite du rêve, j'apprends que le jeu de rôle va durer 6 mois. Je me demande dans quoi je m'embarque. Cela me semble démesurément long. C'est à peu près la durée de la fin de l'année scolaire, les 6 mois. D'un coup, je me demande si je fais bien d'y participer. J'aimerais bien partir avant que cela ne commence. Quelqu'un me dit de voir ça avec le chef,
mais de prendre des témoins, d'y aller avec un collègue. Je cherche donc l'un de mes collègues et je tombe sur un autre collègue qui m'accompagne aussi. Le chef arrive, je lui explique que j'ai peur de ne pas tenir 6 mois, de craquer au bout de 3. Est-ce que je pourrais partir dans 3 mois si je n'y arrive plus? Il me répond que cela va être compliqué. Est-ce que je peux partir maintenant alors? Il répond de nouveau que ça va être compliqué. Je me suis engagée. Alors je dis, avec toute la force de résolution dont je suis capable, je pars maintenant. Je pars quand même. Personne ne peut m'empêcher de partir. Le chef hausse les épaules et s'en va. J'espère qu'il ne va pas me faire poursuivre. Je vais dans les vestiaires, je prends mes affaires dans mon casier. Là, c'est un clin d'œil parce qu'en tant que prof, on a aussi son casier. Je chante pour me donner du courage. Je me prépare à sortir. Le soleil doré de l'aurore brille à travers la porte entr'ouverte. Alors, ce rêve, il m'a profondément marquée, il m'a bouleversée parce que j'étais très étonnée de ma résolution à partir. J'avais l'air tellement déterminée et sûre de moi dans le rêve. Et je me suis dit, ah bon, c'est à ce point-là que tu veux partir de l'éducation nationale. Et puis, cette fin-là, elle était terriblement encourageante parce que, alors certes, la porte est entr'ouverte, c'est-à-dire que la sortie de l'éducation nationale n'est pas large, c'est difficile de sortir de l'éducation nationale, mais de l'autre côté, le soleil brille, donc c'est la promesse d'un jour nouveau, d'une nouvelle étape radieuse et belle qui m'attend. Donc ça m'a vraiment encouragée. Et puis ça m'a trotté en tête cette histoire de partir. Je me disais, ah, peut-être que le moment serait venu. Et dans les jours qui ont suivi le rêve, je reçois dans ma boîte mail académique un message d'un syndicat intitulé Partir ou rester. Alors, étant donné le titre et en ayant mon rêve en tête, je clique et là, j'apprends qu'il existe une rupture conventionnelle désormais aussi dans l'éducation nationale euh, et que le syndicat nous propose de nous accompagner dans les démarches de demande de rupture conventionnelle. Alors comme le rêve me disait, n'y va pas seul voir ta hiérarchie, vas-y accompagné par un collègue, eh bien j'ai fait appel à ce syndicat pour m'accompagner dans les démarches de rupture conventionnelle. Voilà, donc ça a vraiment été le signal du départ pour moi, ce rêve. Ça a été un tournant majeur euh, cette année-là. Au boulot. On a vu que les rêves, quand on travaille trop, nous disent ralentis, lève le pied, prends soin de toi. Mais dans d'autres cas, eh bien, si on aurait tendance à se laisser un peu aller et que peut-être on n'en fait pas assez, ils vont venir rééquilibrer dans l'autre sens et dire tu pourrais en faire plus, tu ne donnes pas ta pleine mesure. Et les rêves sont toujours euh, soucieux que nous réalisions vraiment tout notre potentiel. Alors le rêve qui suit, c'est un rêve que j'ai reçu peu de temps avant mon entretien de rupture conventionnelle, une semaine avant. Et la veille du rêve, j'avais eu un entretien blanc avec ma coach du syndicat qui m'accompagnait. Et alors elle était plutôt contente de la présentation de mon projet, mais moi j'avais pris conscience qu'il y avait encore des modifications à apporter à ma présentation et bon, qu'il y avait encore un peu de travail. Et cette nuit-là, je rêve. Je dois passer ma soutenance avec la chef du département d'allemand de l'UNS. C'est à 14h30. Alors l'ENS, c'est l'École normale supérieure de Lyon où j'ai fait mes études. Et donc là, dans le rêve, je dois passer ma soutenance de Master 2, donc présenter mon mémoire. Et c'est une situation qui est vraiment très proche de la situation de la vie réelle au moment du rêve où je dois présenter mon projet à ma hiérarchie au rectorat. Donc on voit que là, le parallèle est assez évident. Le rêve pioche dans mes expériences passées similaires pour mettre en scène ma situation présente. Et au lieu de me préparer, donc dans la suite du rêve, et d'y aller, je vais à un grand repas de famille. Il est 11h, mais pourtant on commence déjà à manger. On mange du bœuf bourguignon et c'est délicieux. Après, ça passe au poisson. Mais moi, je me dis, oh là là, il est déjà 13h30. Je me rappelle que j'ai la soutenance, alors je pars. Je rentre à l'UNS où j'ai ma chambre d'étudiante. Mais au lieu de me préparer et d'y aller, je range des choses. Si bien que l'heure de la soutenance passe et il est maintenant 15h30.
Ma mère m'appelle pour me dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? La maître de conférence est inquiète. Pourquoi tu ne vas pas à ta soutenance? C'est important!» etc. Je prends conscience que je suis en train de faire une connerie. Il faut que j'aille à cette soutenance. Mais j'ai pas le bouquin, je ne sais même plus sur quoi j'ai fait mon mémoire, j'ai pas du tout préparé la soutenance, je suis complètement perdue. Et je suis de plus en plus inquiète. Je me demande si je peux mettre mon absence sur le dos d'une crise d'angoisse. Je suis si mal que ça me réveille. Alors là, cauchemar, cauchemar terrible d'examen raté, peut-être que vous connaissez ça. Bon, il faut savoir déjà que le rêve exagère. D'accord? C'est vraiment une caractéristique très fréquente des rêves, c'est d'exagérer la situation réelle pour nous secouer un peu et pour nous faire réagir. Et là, en l'occurrence, eh bien, la présentation de mon projet, je sais quand même sur quoi je vais travailler. Enfin, j'ai préparé cet entretien de rupture conventionnelle. C'est pas comme dans le rêve où je débarque et je n'ai plus aucune idée de mon travail. Mais quand même, par là, le rêve souhaite me dire que je ne suis pas encore tout à fait prête. Je pourrais me préparer davantage. Premier point. Et le deuxième point, si on se demande ce qui ne va pas dans ce rêve, qu'est-ce qui cloche? Eh bien, c'est que au lieu de me préparer pour la soutenance, qui arrive bientôt, 13h30, la soutenance est à 14h30, eh bien, j'y serai pas de famille, puis je range ma chambre. Enfin bref, c'est pas du tout logique. Je devrais me préparer. Donc, le rêve me dit par là, attention, tu te disperses. Il est l'heure de te concentrer pleinement sur cet entretien de rupture conventionnelle et de le préparer à fond. Il n'y a plus que ça qui compte à l'heure actuelle. Alors j'ai entendu le message de ce rêve, j'ai vraiment redoublé d'efforts dans la préparation de mon entretien de rupture conventionnelle, je l'ai répété, 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 j'ai imaginé toutes les questions qu'on pouvait me poser, je me suis entraînée à y répondre, voilà. Et de fait, eh bien, ça s'est bien passé. Voilà, donc il est prouvé que les étudiantes qui rêvent d'un examen, d'un échec à un examen avant l'examen, réussissent mieux l'examen que les camarades qui n'ont pas eu de cauchemar avant l'examen. En fait, c'est comme si ça nous éprenait, si ça éprenait l'étudiante pour qu'il ou elle se prépare mieux et donc réussisse mieux l'examen. Alors c'est un rôle un peu ingrat des rêves, mais ils sont là pour nous motiver à donner notre pleine mesure et ils ne reculent pas devant le fait d'employer les grands moyens et de nous mettre un bon coup de trouille avant une échéance. Eh bien, si on a bien travaillé, les rêves sont là aussi pour nous féliciter et nous dire bravo. Il faut savoir que c'est quelque chose de très important pour maintenir la motivation de quelqu'un au travail, c'est de lui faire des retours positifs, de pas seulement être là pour lui dire tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut encore améliorer, tout ce qu'il y a encore à faire, mais de féliciter la personne aussi pour ce qu'elle a réussi, pour ce qu'elle fait bien. Voilà, ça entretient véritablement la motivation. Et parfois, eh bien, ça manque au travail. C'est pas forcément dans la culture de l'entreprise ou bien de l'institution de faire ces retours positifs. Et eh bien dans ce cas-là, les rêves, ils sont là pour nous encourager, nous renforcer, vraiment renforcer notre estime de nous et nous dire tout ce qu'on fait bien pour qu'on persévère dans nos efforts. Alors c'est le rêve qui suit, c'est un rêve que j'ai reçu au moment du lancement de mon activité de neurologue. Je venais de publier mon e-book et puis j'avais réservé toutes les dates pour les conférences que j'allais donner au Chanty, donc à Dijon. Alors je rêve. Je suis dans des bureaux. Je viens de louer cet espace de travail. C'est sobre, dans les tons blancs et gris clair, en rez-de-chaussée. Des paravents blancs en accordéon peuvent être dépliés pour cacher la pièce aux regards extérieurs ou repliés pour voir les fenêtres. Alors c'est un petit rêve qui ne paye pas de mine, qui n'a pas l'air très important, mais je suis très contente de m'être penchée dessus parce qu'il me donnait des éléments importants. Alors il faut savoir que dans la réalité, je ne loue pas d'espace pour mon travail de neurologue, mais c'est symbolique ici. Le rêve me dit, tu viens de louer un nouvel espace de travail, donc on va parler de ton nouveau cadre de travail, c'est-à-dire au moment du rêve, l'onirologie.
Et le rêve me dit, c'est sobre. L'ambiance, l'atmosphère, elle est sobre. Ça veut dire que ce qui se dégage de mon travail, eh bien, c'est une impression de sobriété, c'est sobre. Ce que je publie, ce que je dis, voilà, mon travail est sobre. Et puis, c'est clair. Dans les tons blancs et gris clairs, là, c'est à entendre au sens figuré, c'est-à-dire que je fais preuve de clarté dans mes explications. C'est compréhensible, c'est intelligible. Et puis, le rêve précise que c'est en rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée, c'est l'étage vraiment qui est en contact direct avec le sol, avec la terre. Et ça, hein, pour une onirologue à qui on pourrait reprocher peut-être parfois d'être un peu perché, eh bien, c'est un beau compliment parce que ça veut dire que je garde les pieds sur terre, que je reste ancrée, que voilà, je ne m'envole pas, je garde le sens de la réalité. Et enfin, le rêve attire mon attention sur le fait qu'il y a 2 dimensions dans mon travail. Soit on peut fermer les paravents, donc ça donne une atmosphère intime, ça c'est le cas pour les séances individuelles ou les ateliers, ça reste confidentiel. Ou bien on peut replier les paravents, voir les fenêtres, donc ouvrir sur le monde extérieur. Et là, ça correspond à la dimension publique de mon travail, à mon blog, à mon e-book, aux conférences, voilà. Donc c'était un rêve qui était là, qui m'a encouragée. Je me suis dit, tiens, c'est un bilan plutôt positif là de mon démarrage, de ce que je produis, des contenus que je livre. Ok, donc on a vu plusieurs situations dans lesquelles les rêves sont là pour nous coacher, nous guider, nous mettre en garde dans notre travail et dans notre vie professionnelle. Maintenant, il se peut qu'on rêve de notre travail et que ça ne veuille pas parler du travail, que ces images soient là pour parler d'autre chose. Alors, par exemple, d'une autre activité. Vous vous dites peut-être, les rêves, ils sont obscurs, ils font exprès de déguiser ce dont ils parlent avec d'autres images. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on ne les comprenne pas? En fait, non. Le rêve peut parler de manière très directe dans certains cas. On l'a vu, hein, avec des rêves à moi qui étaient là très proches de ce qu'ils voulaient dire, des situations vraiment très similaires, reconnaissables. Mais d'autres fois, eh bien, il va choisir des images beaucoup plus éloignées. Mais c'est pas par hasard. C'est parce que il choisit ces images par ressemblance, par similarité, par analogie, parce que c'est 2 situations qui se ressemblent par certains côtés. Et le fait même de comparer votre travail et cette autre activité, eh bien, ça va vous permettre de mieux saisir ce qu'il se passe au niveau de cette autre activité. Pourquoi? Parce que vous connaissez bien votre travail. Si vous l'exercez depuis un certain temps, en tout cas, vous connaissez les processus à l'œuvre, les tenants et les aboutissants de votre poste, etc. Donc, les images tirées de votre travail, vous les comprenez bien. Et le fait de comparer cette autre activité peut-être nouvelle ou peut-être vous vous sentez moins en maîtrise, s'il y a des choses voilà, qui vous dépassent encore un peu, eh bien, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans cette autre situation, par le parallèle qui est fait par le rêve. Donc en fait, des fois, les images, le fait de transposer une situation avec d'autres images, eh bien, c'est pour nous éclairer sur la situation d'origine, par comparaison. Alors au moment du rêve, eh bien, c'est donc l'un de mes rêves pendant le confinement, donc je donne des cours d'allemand à distance et en parallèle, je suis une formation à l'interprétation des rêves auprès de Christiane Riedel, donc interprète jungienne française. Et je rêve. Je suis avec 2 de mes élèves. Elles jouent à un jeu de société, un jeu de vocabulaire. Les cartes ont d'un côté un mot ou une expression en anglais et de l'autre un mot ou une expression en allemand. J'ai envie de jouer avec elles. Il y a plein de mots que je ne connais pas. Je pourrais apprendre plein de choses. Je sais qu'il y a tous les mots du dictionnaire dans ce jeu. Alors c'est un tout petit rêve. Et je me suis un peu gratté la tête pour savoir s'il avait quelque chose à me dire. Et il s'agit d'un jeu de vocabulaire
Et alors le rêve là prend une image de mon travail parce que il n'est pas rare que je fasse appel à des jeux en classe pour aider les élèves à apprendre l'allemand, soit pour la conjugaison, soit pour le vocabulaire. Voilà, j'essaye de recourir à des jeux parce que bah, c'est plus ludique. Et j'ai appris aussi que les émotions positives, eh bien, elles favorisent la mémorisation. En fait, plus l'émotion est forte, plus on va se rappeler de l'événement, donc ici du contenu d'enseignement. Voilà, donc c'est plausible comme image de départ. Jouer à un jeu de vocabulaire avec mes élèves, c'est quelque chose que je peux faire. Mais là, en quoi ça me concerne moi, Marianne? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeu où on passe donc d'un côté à l'autre d'une carte, d'une langue à une autre? Alors je réfléchis à quoi ça pourrait correspondre. Le fait d'apprendre la correspondance entre deux langues. Et ce qui me vient, eh bien, c'est le fait que j'apprends la langue des rêves. J'apprends à traduire le symbole d'un rêve dans sa signification dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, ce serait ça, ce jeu de vocabulaire. Et pourquoi le rêve me présente la chose comme ça? Alors, je me suis dit, déjà, il me dit que c'est un jeu. C'est un jeu de vocabulaire et que j'ai envie de jouer. Donc, quelque part, il vient me donner la bonne philosophie à adopter, le bon état d'esprit pour apprendre l'interprétation des rêves. Le rêve me dit: «C'est un jeu, Marianne, amuse-toi, prends du plaisir, prends de la joie, parce que tu sais que, bah, quand tu as des émotions positives, eh bien, tu retiens mieux. Donc déjà, lâche un peu la pression». Moi, je suis une personne au tempérament assez perfectionniste, consciencieuse, sérieuse, donc je veux bien faire et j'ai vite tendance à me mettre la pression et c'était aussi le cas dans la formation à l'interprétation des rêves. Donc premier point, correction de mon état d'esprit. Et deuxième point, le rêve me dit qu'il y a tous les mots du dictionnaire dans ce jeu. Vous imaginez? Ça veut dire que, que les symboles oniriques, eh bien, ils couvrent absolument toute la variété de l'expérience humaine. Il y a tous les mots du dictionnaire. Finalement, tout peut être exprimé dans les rêves. Il y a un potentiel là qui est énorme, infini, et que je n'ai pas fini d'approfondir. Je pense que c'est le travail de toute ma vie. Euh, voilà, donc le rêve me confirme, disons, dans le goût que j'ai du langage des rêves en me disant que le potentiel là est énorme. Voilà. Donc là, c'est aussi quelque part du coaching professionnel, puisque le rêve me conseille sur le bon état d'esprit à adopter dans ma formation professionnelle à l'onirologie. Et par ce parallèle entre une image tirée de mon métier de prof d'allemand, eh bien, il vient me renseigner sur la manière dont je dois aborder cette nouvelle étape, cette formation à l'interprétation des rêves. Alors, il se peut que l'image de notre travail nous parle de plein de choses, hein, d'une nouvelle activité, d'un nouveau hobby, d'un nouveau travail, de relations aussi, de l'éducation des enfants. Bref, euh, le rêve peut se servir des images tirées de notre travail pour nous parler de plein de choses et aussi d'un travail sur nous. Alors, qu'est-ce que j'entends par travail sur nous, travail intérieur? Eh bien, d'après mon expérience, il s'agit d'être attentif et attentive à sa vie intérieure, donc à tout ce qui se passe en nous. Ça va être prêter attention à nos sensations corporelles, prêter attention à nos intuitions. Parfois, l'intuition passe par des ressentis corporels. En allemand, c'est très joli. On parle de Bauchgefühl pour désigner l'intuition. Ça veut dire le sentiment du ventre. Donc, pour les Allemands, l'intuition, elle est située dans le ventre, dans les tripes finalement. Il va s'agir de suivre ces tripes. Je trouve ça très, très fort, très marquant. Donc voilà, on a des sensations, on a des intuitions qui vont nous renseigner, on a des émotions, des pensées, on a des aspirations ou des inspirations. On a des rêves nocturnes, des rêves diurnes aussi parfois, des rêveries. On peut avoir des espoirs. Voilà. Et donc tout ça, ça constitue notre vie intérieure. Et à mon sens, ça peut être bien de se pencher dessus pour essayer
d'harmoniser notre vie intérieure et la vie extérieure que l'on mène dans le monde, en fait, notre façon de vivre. Il ne faut pas que ce soit trop éloigné l'un de l'autre, sinon ça peut créer un inconfort, voire une souffrance. Alors, ce travail intérieur, eh bien, il peut être représenté dans votre rêve par des images tirées de votre travail extérieur, justement. Alors, un exemple ici. Alors là, c'est un travail bénévole dont il s'agit, puisque je suis bénévole sur une placette de compostage. La veille du rêve, j'ai monté mon 3e composteur au potager. Et par ailleurs, j'ai aussi posté ma première contribution sur Instagram en tant qu'onirologue. Ça, c'est pour le contexte du rêve. Et je rêve. Je suis avec l'équipe de référentes de la placette de compostage. Nous tenons un stand pour une opération de sensibilisation au compostage. Nous réfléchissons à un slogan à afficher devant notre table. Je propose « Envie de composter ?» Puis, je trouve ce slogan un peu cucu. Les gens n'ont pas envie de composter. On ne peut pas vraiment parler d'envie. En fait, vous ne vous réveillez pas un jour en vous disant « Oh, le compost, ça sent tellement beau, c'est bon, j'ai envie d'avoir ça dans ma cuisine. J'ai envie de participer au compostage. » Non, souvent, ça part d'une volonté de réduire ses déchets, de limiter son impact écologique, voilà, de faire quelque chose de bon pour l'environnement. On ne peut pas parler d'envie. Ok, bon alors je me réveille après ce rêve et je me dis mais de quoi ça parle? Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout d'opération de compostage en cours à ma placette, donc j'étais pas en train de réfléchir à un slogan pour communiquer sur le compostage. Alors je me suis dit tiens, ça doit parler d'autre chose. Qu'est-ce que c'est que le compostage au niveau symbolique? Alors je me pose 2 questions. C'est la technique de l'interview qu'on va voir juste après. Le compost, qu'est-ce que c'est? Donc ça sert à quoi? Et puis le compost, c'est comment? Donc il s'agit d'abord de définir, d'imaginer qu'on explique ce que c'est pour une personne qui n'y connaît rien. Et puis, dans un deuxième temps, de caractériser. C'est comment? Voilà. Alors je réponds à ces questions pour le compost. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des restes de végétaux qui se décomposent et qui donnent un fertilisant, un engrais pour les plantes. On dit que ça amende la structure du sol, c'est-à-dire que ça l'équilibre. Si la terre est trop lourde, ça vient l'alléger. Si la terre est trop friable, trop meuble, qu'elle risque de s'éroder, eh bien ça vient la structurer, la retenir, la fixer. Alors ensuite, le compost, c'est comment? Eh bien, quand c'est mûr, c'est noir. C'est comment? Bah, c'est du boulot. Ça demande beaucoup de boulot, des brassages réguliers, c'est du travail, le compost. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour éviter l'appauvrissement ou la stérilité du sol. Si vous ne faites que enlever de la matière organique en récoltant les fruits et les légumes et que vous n'en redonnez jamais, eh bien au bout d'un moment, la terre, elle s'épuise. C'est logique. Voilà. Alors j'ai récolté ainsi toutes mes associations sur le compost et maintenant je vais récapituler les associations les plus abstraites. Le compost, ce sont des restes qui se décomposent, ça donne un fertilisant et ça amende, ça équilibre la structure du sol. Alors, je vais essayer de faire le lien avec ma vie au moment du rêve, avec le contexte. Alors, à quoi me fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, des restes qui se décomposent, qui donnent un fertilisant et ça amende ou équilibre la structure du sol. Eh bien, dans mon cas, ça me fait penser au rêve. Alors, je vais vérifier en voyant pourquoi on peut dire ça des rêves avec les associations que j'ai données, des restes qui se décomposent. En fait, les rêves, ils viennent prendre les restes de notre journée, les choses auxquelles on n'a pas prêté attention ou qu'on a eu tendance à minimiser ou à mettre de côté. Ils prennent les restes et ils les décomposent, ils les digèrent, ils les transforment et ils nous les réservent. Et si on assimile leur message, ça donne un fertilisant, c'est-à-dire que ça vient favoriser notre croissance. C'est comme de l'engrais pour notre vie intérieure.
ça amende. Alors, on dit aussi dans le domaine moral qu'une personne s'est amendée. Ça veut dire qu'elle s'est améliorée d'un point de vue moral. Et les rêves viennent équilibrer notre structure, notre terre intérieure en quelque sorte. On a vu que si on travaillait trop, les rêves disaient travaille moins, repose-toi, ralentis. Et à l'inverse, si on travaillait pas assez, les rêves disaient au boulot, allez hop, et ils nous mettent un bon coup de pied aux fesses. Voilà, les rêves, ils ont constamment ce rôle d'équilibrage. Alors les rêves, c'est noir. Oui, comme le compost, finalement, c'est le noir, c'est aussi ce qu'on ne comprend pas, c'est obscur, ça reste obscur, c'est sombre, c'est difficile à saisir. On n'y voit pas très clair dans un rêve de prime abord. Ça demande du boulot de comprendre un rêve, des brassages réguliers, oui, quand on se penche sur ses rêves, ben on est brassé, souvent ça brasse, ça peut remuer des émotions parfois difficiles, ça brasse. Mais c'est nécessaire ce travail intérieur d'écoute de ses rêves parce que, eh bien, sinon on peut avoir des fois l'impression que notre vie, elle est stérile, que on s'appauvrit, on se sent un peu sec, sèche, on n'a plus de sucre à donner, on n'a plus rien à apporter, voilà. Alors dans mon cas, ça me parle vraiment, cette comparaison entre le compost et le travail intérieur d'écoute de ses rêves. Et en fait, c'est venu m'éclairer sur la nature du travail avec les rêves. Comment ça fonctionne? Quel est le rôle des rêves? Eh bien, ils viennent faire ça. Ils viennent enrichir notre terre intérieure, favoriser notre croissance intérieure, équilibrer, euh, comme le compost en fait. Donc c'était vraiment très lumineux pour moi cette comparaison. Parce que le travail avec les rêves, c'est quelque chose de très impalpable, de très oui, voilà, de très subtil. Et là, ça donnait une image très parlante pour m'illustrer ce qui se passait. Alors, si je relis donc le rêve avec ce sens que j'ai trouvé et que j'ai vérifié et qui tient la route pour moi, je suis avec l'équipe de référente de la placette de compostage, donc de la placette de travail intérieur avec les rêves, et nous tenons un stand pour une opération de sensibilisation au travail intérieur avec les rêves. Et nous réfléchissons à un slogan à afficher devant notre table. Alors là, ça prend tout son sens, puisque la veille, j'ai publié mon premier post sur Instagram. Donc, je suis en train de réfléchir à comment communiquer sur le travail intérieur avec les rêves. Ça fait partie de mes préoccupations au moment du rêve. Et je propose, envie de faire un travail intérieur avec les rêves? Et je trouve ce slogan un peu cucu. Les gens n'ont pas envie de déchiffrer leurs rêves. On ne peut pas vraiment parler d'envie. Alors là, c'était assez fabuleux comme prise de conscience à ce moment-là du rêve parce que oui, moi j'ai voulu jouer sur l'envie lors de mon premier post. J'ai mis quelque chose comme soyez plus créative grâce aux rêves. Donc je joue sur l'envie, j'ai envie d'appâter les gens. Mais en fait, le rêve me dit mais non, Marianne, c'est pas du tout comme ça que tu peux attirer les gens. En fait, on n'a pas envie en général de faire un travail intérieur. On ne peut pas vraiment parler d'envie. En général, si on fait ça, c'est qu'on y est forcé. Enfin, c'est que c'est devenu nécessaire à ce point-là de notre vie. Et là, j'ai repensé à pourquoi moi je m'étais intéressée aux rêves au tout début. Eh bien, c'était ça, c'était pas une envie. C'était que j'avais un cauchemar récurrent qui me réveillait toutes les nuits à la même heure, toujours le même. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, que je refuse d'entendre? Donc j'ai commandé mon premier livre d'interprétation des rêves. Ce n'était pas une envie. Et en 2018, quand je me suis vraiment repenchée à fond dans les rêves, c'était là encore pas une question d'envie. C'était que j'étais au bout de ma vie. Je ne savais plus du tout où aller. J'avais l'impression que ma vie n'avait aucun sens. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je me suis dit, mais peut-être que les rêves ont un conseil à me donner, en fait. J'étais tellement désespérée que je me suis dit, ben, essayons, tentons le tout pour le tout. Donc là encore, c'était pas une envie qui m'a amenée au rêve. Et le rêve me prévient, ben, pour les gens qui viendront, ce sera peut-être pas une envie, peut-être que ce sera un besoin, peut-être que ce sera nécessaire. Mais ça sert à rien d'essayer d'appâter les gens en leur promettant monts et merveilles. Non, c'est pas la bonne philosophie. Donc là, c'est encore du coaching professionnel parce que
les rêves me disent dans quelle optique et dans quel état d'esprit je dois communiquer sur les rêves. Je dois garder à l'esprit que c'est pas par envie qu'on vient au travail avec les rêves en général. Voilà, donc c'était aussi une prise de conscience très forte et qui m'a beaucoup aidée pour justement savoir me positionner dans ma communication. Voilà, donc il se peut que le rêve utilise des images de votre travail pour vous parler d'un travail intérieur que vous êtes en train de faire. Ça peut être en philosophie, oui, pourquoi pas en philosophie, en psychothérapie, ça peut être en méditation, ça peut être au yoga, ça peut être lors de balades que vous faites, ça peut être par un loisir créatif. Enfin, il y a plein de manières différentes de travailler sur soi. Je ne suis pas du tout en train de dire que les rêves sont l'unique moyen de favoriser la croissance intérieure, non, non. Euh, c'est différent pour chacun et pour chacune. Mais voilà, le rêve peut utiliser les images de votre travail extérieur pour parler de votre travail sur vous. C'est possible, il faut garder ça à l'esprit. Alors maintenant, comment interpréter les métiers qui apparaissent dans les rêves? Parfois, il y a des personnages, on sait juste leur métier. Et puis, on ne les connaît pas dans le rêve, on n'a que cet indice-là pour savoir de quoi ils parlent, ce qu'ils représentent. Alors comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, il y a une technique que je trouve très efficace, qui est la technique dite de l'interview, qui a été mise au point par la psychologue américaine Gail Delaney. Elle s'appelle technique de l'interview parce qu'on va interviewer le rêveur et la rêveuse en lui posant tout un tas de questions. Alors, on peut le faire de soi à soi, hein, avec soi-même. Comment ça marche? D'abord, donc, on va collecter les associations. Il faut savoir juste que cette technique, elle peut être utile pour tous les symboles, aussi pour les personnages, les animaux, les lieux, les actions. Voilà, vous pouvez l'appliquer à tout type de symbole, mais ici, je vais le faire plus spécifiquement par rapport au métier, puisqu'on est dans le domaine rêve et travail. Alors, on va commencer par définir. On va demander, eh bien, je ne sais pas, qu'est-ce qu'un boulanger ou qu'est-ce qu'une boulangère? Alors, on se sent un peu bête en posant cette question. C'est normal. Il faut imaginer qu'on est un ou une extraterrestre qui vient d'une autre planète où tout est différent et il faut tout nous expliquer de manière très simple parce qu'on n'y connaît rien. On ne connaît rien à la vie sur Terre. Ok, alors là, le rêveur ou la rêveuse nous répond, un boulanger, c'est quelqu'un qui fait ci, qui fait ça. Ok, après, on va demander une caractérisation. Comment est un boulanger ou comment est une boulangère? Alors là, la personne va venir donner, je sais pas, des traits de caractère ou des compétences qu'il faut avoir dans ce métier, des savoir-être. Bon, voilà. Donc on note encore les remarques. Il peut y avoir des préjugés aussi. Il ne faut pas avoir honte des préjugés qui peuvent remonter, il faut les noter aussi. Et puis, donc une fois qu'on a toutes les associations, on va récapituler les 3 associations les plus abstraites. Pourquoi? Parce qu'on a vu que parfois les rêves utilisaient des images très concrètes, hein, par exemple le dérapage, l'accrochage, pour parler en fait de choses qui sont à prendre au sens figuré, au sens abstrait. Euh, on va dire donc, un boulanger, une boulangère, c'est quelqu'un qui fait ci et qui est comme ça, comme ça. C'est ça? On demande toujours confirmation, c'est une étape aussi de vérification qu'on n'a pas oublié un aspect important. Et dans ce cas-là, le rêveur ou la rêveuse pourrait dire oui, il faut aussi dire ça, c'est aussi important. Voilà. Une fois que c'est complet, on va faire le lien avec le contexte de vie du rêveur ou de la rêveuse et on va poser une question qui est à peu près toujours la même. À quoi te fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, quelqu'un qui fait ci, ça, qui est comme ci, comme ça? On répète exactement les mots du rêveur ou de la rêveuse euh, pour jouer un rôle de miroir. On lui renvoie ces associations. Comme ça, il y a l'occasion de les écouter et là, ça va faire germer peut-être un sens. Ah oui, tiens, ça me fait penser à moi, hier, je me suis effectivement comportée comme ci, comme ça. Ou ah tiens, oui, ça me fait penser à ma chef, hier, elle s'est comportée effectivement comme ci, comme ça. Ou mon compagnon, ma compagne, enfin peu importe. Alors on demande bien les 2 hypothèses, à l'intérieur de toi ou à l'extérieur de toi. En fait, la plupart du temps, les rêves parlent du rêveur ou de la rêveuse. À 80% du temps, les symboles qui apparaissent dans le rêve sont des facettes du rêveur ou de la rêveuse.
Et peut-être 20% du temps, ça peut faire référence à une personne de l'entourage, une personne que fréquente le rêveur ou la rêveuse. Mais c'est beaucoup plus rare. Et pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'on peut se changer soi-même, mais on ne peut pas changer les autres. Donc ça sert à rien de passer trop de temps sur les autres. Le rêve, il veut nous permettre de nous donner des outils pour nous changer nous-mêmes. Alors, on examine les deux pistes, hein. Est-ce que ça me représente moi ou est-ce que ça représente quelqu'un d'autre? Avec honnêteté. Et puis, on va vérifier le sens trouvé ou les sens trouvés. On va voir quel est le sens le plus plausible en vérifiant si ça colle à toutes les associations qu'on a données à la première étape. C'est ce que j'ai fait pour le compost. J'ai vérifié que toutes les associations données pour le compost, elles pouvaient bien s'appliquer au travail intérieur avec les rêves. Et puis si ça marche, eh bien on tient le sens du symbole. Voilà. Alors je vais donner quelques exemples par la suite pour vous montrer comment ça marche et puis pour continuer sur le thème des métiers et du travail. Mais d'abord, vous allez vous entraîner et on va imaginer que vous ayez rêvé d'un maître nageur ou d'une maître nageuse. Et j'aimerais que vous définissiez, pardon, j'ai juste un truc à prendre que j'ai oublié, un petit papier, je reviens. Donc, j'aimerais que vous définissiez ce que c'est qu'un maître nageur ou une maître nageuse. Vous faites comme si j'étais un ou une extraterrestre qui n'en avait jamais rencontré et vous m'expliquez sa fonction. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez chercher à caractériser le maître nageur ou la maître nageuse et vous me dites comment vous les trouvez. Vous donnez votre avis personnel, votre expérience. Vous notez ce qui vous passe par la tête. Vous ne vous censurez pas, hein. Je disais tout à l'heure que si on a des préjugés ou des idées préconçues, il ne faut pas hésiter à les noter. Parce que le rêve, justement, s'appuie sur cela pour vous parler, pour vous parler efficacement, quoi. Il va droit au but et puis il peut utiliser les préjugés. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et noter sur un petit papier, voilà, vos associations. Et puis, on va voir, je vais vous montrer ce que d'autres personnes ont pensé. Alors, j'ai fait cette conférence en présentiel et j'ai récolté les notes des personnes qui étaient présentes et j'aimerais vous en lire quelques-unes pour que vous puissiez comparer avec ce que vous avez noté et voir si c'est ressemblant ou pas. Alors, un maître nageur, une maître nageuse, c'est quelqu'un qui sauve de la noyade, quelqu'un qui apprend à nager. Ils ne sont pas très pédagogues. L'un m'a forcé à me jeter à l'eau alors que j'avais peur. Et en général, bronzé. Alors, autre personne, autre contribution, c'est une personne qui apprend à nager ou qui surveille les nageurs. Une personne sportive, vigilante, pédagogue, musclée, protectrice. Et la personne a eu une expérience avec un maître nageur séduisant et sympathique. Autre contribution, autre personne, c'est une personne qui surveille celle qui se baigne en cas de danger, mais c'est également quelqu'un qui peut apprendre à nager. Une personne qui a souvent le regard fuyant ou dans le vide, qui est peu accessible. Et une personne qui te sauve de la noyade, donc dernière contribution. Un maître nageur, c'est beau. Enfin, ça dépend. Voilà. Alors, quelques contributions pour vous montrer que on n'a pas tous et toutes la même perception. Par exemple, dans un cas, une personne a dit que les maîtres nageurs ou les maîtres nageuses étaient pédagogues. Une autre personne a dit pas très pédagogue. Voilà, beau ou pas très beau. Enfin bref, on a nos représentations. Et c'est ça qui est perdu quand on va consulter un dictionnaire de symboles ou qu'on tape sur Internet, j'ai rêvé d'une maître nageuse, ça veut dire quoi? Eh bien, on va rater cette dimension très personnelle du symbole et de sa signification pour vous. Donc moi, je conseille toujours de d'abord récolter ses propres associations avant d'aller consulter tout autre ouvrage ou tout autre site. Ok, alors, on va voir donc quelques exemples de rêves. Le métier, il peut représenter une facette de nous. Mais là où ça se corse, c'est que ça peut être une facette de nous actuelle. Donc on a déjà cette façon de se comporter, ou de penser, ou de s'exprimer.
Ou alors, ce peut être une facette de nous qui est en développement. On est en train d'apprendre à se comporter de cette manière, ou à développer ses compétences, ou cette façon de s'exprimer, de penser. Ou enfin, ça peut être une facette de nous qui est encore à l'état de pur potentiel. Donc on n'a pas encore du tout cette manière-là d'être, de penser, de faire, de dire. Et, et le rêve attire notre attention sur ce potentiel pour nous montrer justement qu'on pourrait le développer, pour nous appeler à le réaliser. Alors, un exemple. C'est un rêve que j'ai reçu peu de temps avant le rêve où j'affirmais que je partais maintenant et que personne ne m'en empêcherait. Et donc à cette période-là, c'est déjà une période un peu difficile où je trouve mon travail de professeur d'allemand inintéressant, je manque d'inspiration pour les cours, et puis comme ça fait tache d'huile et que je généralise facilement, à ce moment-là, toute ma vie me paraît stérile. Et je rêve. C'est en camp de concentration. Il y a un journaliste ou écrivain américain qui vient d'arriver avec toute une cargaison de prisonniers. Le journaliste-écrivain part travailler. Il passe toutes les nuits près du portier dans l'espoir de s'échapper et de survivre. Alors la première image du rêve, c'est une image très forte, très poignante, c'est le camp de concentration. Alors c'est à prendre dans un sens symbolique et j'aimerais pas être mal comprise, hein, les rêves exagèrent énormément. Donc ils vont me montrer une situation dans ma vie que je perçois comme un camp de concentration, mais c'est largement exagéré et donc j'aimerais pas qu'il y ait de malentendus. Je sais très bien qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance dans les camps de concentration et la souffrance de la situation où je me trouvais. Mais bon, alors je définis. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de concentration? Eh bien, c'est un camp de travail pour les travaux forcés. On est enfermé et on travaille jusqu'à l'épuisement. Alors ça, c'est ma définition, ce sont mes associations. Et alors je cherche à quoi ça me fait penser au moment du rêve, un endroit où on est enfermé pour des travaux forcés jusqu'à l'épuisement. Ah, ça me fait penser à mon travail en prépa. Alors bien entendu, hein, c'est pas du tout la même souffrance et j'ai conscience de mon poste privilégié avec de chouettes étudiantes, enfin voilà, mais je le vis comme un enfermement. J'ai envie de partir, mais je sais pas comment. Je me force parce que j'ai plus du tout la motivation pour enseigner l'allemand, donc je me force chaque jour, je me force, je me force. C'est des travaux forcés quelque part. Et jusqu'à l'épuisement, j'ai de nouveau des signes de burn-out qui pointent le bout de leur nez. Et j'ai déjà souffert de burn-out par le passé sur ce poste-là. Voilà, donc c'est comme ça que le rêve met en scène comment je me sens dans mon travail. En exagérant infiniment, il me sort l'image du camp de concentration pour me dire, tu vois, c'est comme ça que tu te sens, si on exagère un peu. Mais c'est pour me secouer, c'est pour me faire prendre conscience, est-ce que tu veux vraiment rester là, à te sentir comme ça? Ou tu veux autre chose? Puis on a vu que le journaliste écrivain, il reste près de la porte en fait, il a envie de sortir, donc ça montre déjà mon envie de partir. Voilà, mais j'aimerais pas qu'il y ait de malentendus. J'ai bien conscience qu'il n'y a pas de comparaison possible finalement, mais c'est l'intérêt du rêve de faire des comparaisons parfois très osées pour nous secouer. Alors, il y a un journaliste ou écrivain américain. Alors, qui c'est ce journaliste écrivain? Quand on ne sait pas trop dans un rêve si c'est l'un ou si c'est l'autre, est-ce que c'est un journaliste ou un écrivain? Moi, je propose toujours de faire la somme des deux, de considérer que c'est deux en un. Ici donc, un journaliste écrivain. Alors, qu'est-ce que c'est et puis c'est comment? Qu'est-ce qu'un journaliste, un écrivain? Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est que leur boulot, c'est d'écrire. Et écrire, c'est quoi? Rappelez-vous, hein, on vient d'une autre planète, on n'y connaît rien. Écrire, c'est agencer des mots pour faire passer un contenu. Euh, alors, il y a des différences, cependant, entre le journaliste et l'écrivain. Le journaliste, il doit rendre compte de la réalité. Il va réaliser des reportages, des interviews. Tandis que l'écrivain a le choix, peut écrire de la fiction, de la poésie, etc. Et comment sont ces personnes, les journalistes, les écrivains? Eh bien, ce sont des personnes curieuses, persévérantes, rigoureuses. Voilà. Alors, je récapitule. Je choisis le plus abstrait dans mes associations. Un journaliste, écrivain, c'est quelqu'un qui fait passer un contenu. Et dans un cas, il doit rendre compte de la réalité, alors que dans l'autre, il a le choix de ce qu'il va écrire. Alors, à quoi ça me fait penser?
Alors que je me sens enfermée dans mon travail de professeur d'allemand, c'est la première image du rêve, c'est le camp de concentration, donc on cherche à faire un lien. Quelqu'un qui fait passer un contenu et qui, dans un cas, doit rendre compte de la réalité et dans un autre, a le choix de ce qu'il va écrire. Alors, la personne qui fait passer un contenu, c'est moi, prof d'allemand, et effectivement, je dois rendre compte de la réalité. Pourquoi? Parce que le programme des concours auxquels je prépare mes étudiantes, c'est le monde contemporain. Et il faut travailler sur des articles de presse ou sur des reportages télévisés. Donc, c'est typiquement, c'est proche du journaliste, quoi. Donc là, le journaliste représente Marianne, professeure d'allemand en prépa. Et alors, qui est l'écrivaine en moi qui aurait le choix d'écrire ce qu'elle veut, qui serait plus obligée de travailler sur des thèmes qui ne lui plaisent pas? Ah, eh bien, ça pourrait être Marianne au neurologue. Donc là, au moment du rêve, c'est encore virtuel. Et je pourrais écrire sur ce que je veux. Je pourrais écrire mes articles de blog, écrire mes conférences, écrire mes posts sur les réseaux sociaux. Et là, j'aurais le choix. Je pourrais écrire ce que je veux. Donc là, c'est une Marianne potentielle. C'est un potentiel à l'intérieur de moi. Et donc, voilà, comme je disais, je passe toutes mes nuits près du portier dans l'espoir de m'échapper et de survivre. Donc ce rêve, il commençait à me mettre la puce à l'oreille et à me montrer que je vivais mal mon poste et que ça je m'en rendais compte, mais que j'avais vraiment envie de partir. Et après, ça s'est confirmé par le rêve, je pars maintenant. Alors le métier peut représenter une personne de notre entourage. Ça, c'est une possibilité, même si c'est, je dirais, que dans 20% des cas, c'est pas le cas le plus fréquent, mais ça peut représenter quelqu'un d'autre. Alors, le contexte du rêve, c'est que j'ai repris le travail après 8 mois d'arrêt pour burn-out, mais c'est difficile, je pleure encore beaucoup, je suis encore très fatiguée, j'ai pas d'appétit, enfin, voilà, c'est très difficile. Et donc, j'hésite à me remettre en arrêt maladie. Et j'appelle une amie qui est thérapeute pour lui demander conseil, et elle me dit, bah oui, remets-toi en arrêt, et surtout, surtout, ne recommence jamais ce métier. Et je rêve. Un jeune homme vient de se prendre une balle dans la cheville. Il est à terre. Un médecin se penche sur lui et fait tourner sa cheville. Le jeune homme hurle de douleur. La balle finit par ressortir par où elle est entrée. Le médecin explique que la balle a détruit tout l'intérieur de l'articulation. Il faut amputer, dit-il. Je suis effrayée par cette décision si rapide et si radicale. Et le jeune homme est atterré. Il regarde le médecin approcher le canon de son revolver du bas du tibia et je comprends qu'il va amputer le pied à coups de balle. Je suis horrifiée, je détourne les yeux, j'aimerais pouvoir arrêter ça. Alors là, c'est un rêve très marquant, c'est un, un réveille-toi justement très fort. Euh, et je me suis tout de suite dit qu'il était important de me pencher sur ce rêve. Alors la première image, donc dans le rêve, on a l'image de ce médecin qui soigne avec des méthodes un peu barbares. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est qu'un médecin? On va chercher à définir. Alors, ma définition, c'est quelqu'un qui soigne les gens et il leur fait des prescriptions, des médicaments, des examens, des interventions, voilà. C'est comment un médecin? Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est à l'écoute et soucieux de la santé de ses patientes. Ok? Alors, je récapitule, les 3 associations les plus abstraites, c'est quelqu'un qui soigne les gens, qui leur fait des prescriptions et qui est à l'écoute. À quoi ça me fait penser au moment du rêve? À l'intérieur ou à l'extérieur de moi, quelqu'un qui soigne les gens, il leur fait des prescriptions et il est à l'écoute. Ah, eh bien ça me fait penser à mon amie thérapeute que j'ai appelée la veille. Elle est thérapeute, donc elle soigne les gens. Elle m'a fait une prescription. Elle m'a dit, remets-toi en arrêt et ne reprends jamais ce métier. Et elle est à l'écoute. C'est une personne à l'écoute. Bon, alors si ça fait penser à mon ami, ça veut dire que le jeune homme blessé là, c'est moi. Et effectivement, la veille, j'étais à terre, c'est-à-dire que j'étais au fond du trou et je hurlais de douleur, j'ai crié ma peine au téléphone avec cet ami thérapeute. Donc c'est effectivement, je suis dans un sale état. Et alors, le médecin, donc mon ami, explique qu'il faut amputer.
Alors, amputer, effectivement, ça correspond à une décision rapide et radicale. Et elle m'a dit, ne reprends jamais ce métier. C'est-à-dire, ben, ampute-toi de la prof d'allemand, quoi. Et alors, à coup de balle, qu'est-ce que c'est que ça, cette image où on ampute à coup de balle? Je me suis dit, il n'y a pas une expression comme ça. Se tirer une balle dans le pied. Mais si, se tirer une balle dans le pied. Et donc là, c'est la représentation vraiment concrète d'une expression du langage. Et ça veut dire, eh bien, aller à l'encontre de son propre intérêt, faire quelque chose qui va nous nuire. Donc le rêve me dit, si tu arrêtes maintenant, c'est trop rapide, c'est trop radical, et ça va te nuire. Après, tu seras amputé, donc tu seras handicapé. Et ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que si je m'étais remise en arrêt maladie, comme j'avais eu un arrêt maladie long avant, et bien là, au bout de 3 mois, j'aurais été passée à demi-salaire. À demi-salaire. Financièrement, j'aurais eu plus qu'une seule jambe. J'aurais été handicapée pour tenir debout, financièrement parlant. Voilà, donc là, c'était un rêve d'alerte. Non, non, surtout, ne te remets pas en arrêt maladie. Continue. Et on a vu que les rêves disaient parfois pars. Ils me l'ont dit plus tard. Mais à ce moment-là de ma vie, il fallait que je continue à enseigner l'allemand, même si c'était très dur pour moi. C'était pas le bon moment de partir ou d'arrêter. Et dernier point, le métier peut représenter notre sagesse intérieure. Alors moi j'aime bien l'appeler l'autre en nous. C'est-à-dire que c'est une dimension qui fait partie de nous, mais en même temps on sait que ça peut pas être nous. Par exemple, moi quand j'étudie mes rêves, j'ai l'impression d'être face à une sagesse qui est beaucoup plus sage que moi, d'être face à une puissance aussi qui me dépasse infiniment et surtout de me trouver devant un humour dans les rêves qui n'est vraiment pas mon humour parce que j'ai un sens de l'humour assez faible et donc en tout cas le second degré. Donc quand je suis devant les rêves et que je me marre, eh bien je sais que ça vient pas de moi. Donc je sais que les rêves viennent d'une dimension autre à l'intérieur de moi et Et donc certains personnages des rêves peuvent représenter cette sagesse intérieure ou cette puissance intérieure, cette autre dimension que, alors selon les croyances, on peut appeler euh, Dieu, la source, le soi, l'univers, enfin voilà, cette dimension qui nous dépasse et avec laquelle on peut être en contact et qui peut apparaître dans les rêves sous la forme d'un personnage parfois ou d'un autre symbole. Alors, un exemple, c'est un rêve que j'ai reçu alors que j'étais en arrêt maladie pour burn-out depuis 2 mois. Et je me posais plein de questions, je cherchais un sens pour ma vie, je me demandais comment m'engager dans le monde qui m'entoure. Et mon idée à ce moment-là, c'était de rendre des visites à des malades à l'hôpital. Et je rêve. Je suis chez une professeure de yoga. Elle fait des travaux dans sa maison. Elle m'explique qu'elle a commis l'erreur de faire d'abord l'annexe, qui est devenue un hôpital dernier cri, et qu'elle peine à terminer sa maison. Si c'était à refaire, elle rénoverait d'abord toute sa maison avant de faire l'hôpital, pour se sentir bien chez elle. Alors, qui est cette professeure de yoga? Alors, je me dis, qu'est-ce qu'une professeure de yoga pour définir? C'est, selon moi, une personne qui enseigne les postures pour être plus souple, plus tonique, mais aussi pour se détendre. Et c'est comment une professeure de yoga? C'est une personne humaine, passionnée, sage. Ok. Alors, si on récapitule, la professeure de yoga, elle enseigne des postures pour être plus souple, plus tonique et pour se détendre. Alors à quoi ça me fait penser au moment du rêve, à l'intérieur ou à l'extérieur de moi, quelqu'un qui enseigne des postures pour être plus souple, plus tonique et pour se détendre. Alors à l'extérieur de moi, ça me fait penser à mes professeurs de yoga réels, mais pourquoi le rêve viendrait me dire qu'ils font des travaux chez eux? Ça ne me concerne pas. Donc j'ai plutôt creusé la piste intérieure. Est-ce qu'il y a en moi une personne qui enseigne des postures pour être plus souple, plus tonique et pour se détendre? Comment dire? J'en aurais bien besoin en fait, ça serait cool s'il y avait cette personne-là, à l'intérieur de moi parce que je suis, en burn-out, je suis épuisée, je suis pas très tonique, heu
Je suis très psychorigide, c'est un peu ce qui m'a amené au burn-out, c'est mon perfectionnisme. Donc je suis pas souple et je suis hyper angoissée par le sens de ma vie, enfin par l'absence de sens de ma vie. Donc j'aimerais beaucoup apprendre à me détendre en fait. J'en ai grand besoin de tout ça. Et pour autant, cette professeure de yoga, elle apparaît, elle est là, dans mon rêve. Elle est là pour m'enseigner des postures, pour être plus souple, tonique, pour se détendre. Donc, elle existe à l'intérieur de moi, cette dimension-là, cette sagesse intérieure en fait, qui est là, qui va m'enseigner des postures, donc des façons d'être, des façons de me tenir, des attitudes pour être plus souple, plus tonique et pour me détendre. C'est ma sagesse intérieure. C'est la sagesse qui me parle à travers les rêves. Alors, cette sagesse, eh bien, elle fait des travaux dans la maison. Donc, à l'intérieur de moi, je suis en travaux. Un burn-out, c'est une période de changement intérieur, c'est une période de reconstruction. On va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs, de se reconstruire. Donc, les travaux, ça représente mon arrêt maladie et les changements que j'essaye de mettre en place. Mais là, le rêve me dit, attention, tu pourrais bien commettre une erreur et tu le regretterais après. Donc là, c'est un scénario hypothétique. C'est voyons ce qui se passerait si tu faisais ça. Si tu faisais d'abord l'hôpital avant de rénover la maison. Si tu essayais d'abord de t'occuper des autres, d'aller rendre visite aux malades à l'hôpital, avant de t'occuper de toi, de te rénover toi-même pour te sentir bien chez toi, donc en toi-même, eh bien, tu peinerais à terminer ta maison. Ce ne serait pas une bonne idée. Il vaut mieux commencer par toi. Avant d'aller t'occuper des autres, avant d'aller t'occuper des malades à l'hôpital, commence par toi. C'est l'illustration du dicton charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, est-ce que j'ai écouté le conseil du rêve? Eh bien, à moitié. Vous vous rappelez, je suis très forte pour ça. Je me suis dit, ah, donc il ne faut pas que j'aille à l'hôpital. Il ne faut pas que j'aille rendre visite aux malades à l'hôpital. Eh bien, très bien, je vais aller rendre visite à des personnes âgées chez elles. Alors, j'ai fait ça. Et puis, au bout de quelques mois, eh bien, j'étais épuisée. J'étais pas capable d'assurer cette responsabilité à ce moment-là. J'étais encore en plein travaux intérieurs. Donc, j'ai dû arrêter un peu prématurément et c'était une grosse déception pour la personne âgée, pour l'association. Et puis moi, je me suis sentie très coupable et c'était pas le bon moment, quoi. Et le rêve m'avait une nouvelle fois prévenue. Il m'avait dit non, non, c'est pas le moment. Commence par toi. Voilà.